Périple du Premier ministre Django Sissoko dans la sous-région pour apporter le message du président de la République à ses homologues du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. La première étape a été Ouagadougou avec Blaise Compaoré et au centre des entretiens, le vote de la résolution 2425 du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies. Lancement du 6e programme de volontariat de la pêche. 3000 jeunes du contingent 2013 vont bénéficier de stages de qualification dans différents services. Éclairage du débat autour du mode de confection du prochain fichier électoral. Le rapport provisoire de la mission d'audit et d'évaluation de RAVEC est prêt. Nous sommes jeudi 27 décembre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Le Premier ministre Django Sissoko est aujourd'hui au Bénin où il a été reçu par le président Yahi Boni. Il était auparavant en Côte d'Ivoire où il a été également reçu par le président ivoirien. La première étape de ce périple du Premier ministre a été Ouagadougou au Burkina Faso où avec Blaise Compaoré il a été question du contenu de la résolution 2085 du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies. Django Sissoko, faut-il le rappeler, porteur de message du président Dioncounda Traoré. Envoyé spécial à Ouagadougou, Aboubacar Traoré, Amadou Sankari. C'est le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale Djibril Bassolé qui a accueilli le Premier ministre Django Sissoko à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou. Après l'aéroport, direction le palais présidentiel où le Premier ministre a été reçu par le président Blaise Compaoré. Dans ses bagages, un message du président Dioncounda Traoré à son homologue burkinabé. C'est un message d'amitié, de fraternité. Un message de demande de soutien dans le cadre des solutions de sortie de la crise malienne. Au cours des échanges entre les deux personnalités, la situation politico-sécuritaire au Mali a été naturellement évoquée. Le médiateur n'a jamais décroché, en fait. Donc, dans les jours à venir, surtout après l'adoption de la résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies va redoubler d'efforts sur la base de l'analyse qui sera faite de cette résolution par les autorités maliennes pour accélérer la récupération du nord du Mali et l'organisation d'élections crédibles. Il n'y aura pas d'élection au Mali avant la reconquête des régions occupées. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui le réaffirme. Tchéma Hubert Koulibaly était face à la presse ce matin. Il avait à ses côtés son collègue chargé de la communication, porte-parole du gouvernement. Les deux ministres sont venus partager avec les journalistes le contenu de la résolution 2085 votée récemment par le Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies. Ibrahima Traoré reviendra sur cet élément au cours de ce journal. La CEDEAO renforce les capacités de la société civile malienne en matière de culture de la paix au cours d'une rencontre qui vise à mettre en place un schéma directeur qui implique les organisations de la société civile dans la stratégie du dialogue politique et de l'intervention militaire contre le terrorisme et le narcotrafic au Mali. La rencontre qui s'est tenue au CICB ce matin était présidée par le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine qui avait à ses côtés le représentant spécial de la commission de la CEDEAO au Mali. Reportage de Daouda Sidiki Diarra. La CEDEAO est consciente du rôle que joue la société civile dans la vie publique. Fort de ce constat, cette organisation sous-régionale a décidé de rencontrer les forces vives afin de mieux situer leur rôle et leur place dans la dynamique de sortie de crise. Cette rencontre vise tout simplement à faire une évaluation de la transition telle qu'elle s'est passée jusqu'ici. Quels sont les points forts, quels sont les points faibles, qu'est-ce que la société civile aurait dû faire et n'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour que le reste de la transition se passe normalement? Et dans le cadre du dialogue politique, quels sont les aménagements à mettre en place? Et puis, en cas d'intervention précisément, sur quoi nous pouvons nous baser pour que la société civile nous serve de partenaire incontournable de la gestion des conséquences collatérales qui pourraient en découler. Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine a invité les forces vives à profiter de ces échanges pour prospecter les pistes d'un dialogue politique inclusif. Les débats d'aujourd'hui doivent aboutir à la mise en place d'un schéma d'implication des organisations de la société civile dans la stratégie du dialogue politique et
et de l'intervention militaire contre le terrorisme transnational et les narcotrafics. Le ministre a salué les efforts inlassables abattus par la CEDEAO aux côtés de l'Union africaine et d'autres partenaires du Mali depuis le début de la crise. Ces efforts ont abouti à l'adoption de plusieurs résolutions onusiennes en faveur du Mali, dont celle du 20 décembre qui autorise le déploiement d'une mission internationale de soutien à notre pays. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions communique. En application des dispositions de la loi 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, les journées du lundi 31 décembre 2012 et mardi 1er janvier 2013, fêtes fin d'année, sont chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Lancement ce matin du 6e programme de volontariat de l'APEJ pour le contingent 2013. 3000 jeunes vont faire des stages de qualification dans différents services publics et parapublics, des ONG et organisations fêtières. Depuis sa création en 2005, l'APEJ a fait bénéficier à plus de 12 000 jeunes des stages de qualification. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'économie et des finances, représentant le Premier ministre en présence de plusieurs autres personnalités. Reportage de Mamadou Doumbia. Avec le lancement officiel de ce 6e programme, 3000 jeunes volontaires de l'APEJ vont bénéficier d'un stage de qualification d'une durée de 12 mois pour l'année 2013. Ces stages vont se faire dans des services publics et parapublics, des ONG et organisations fêtières. Mais avant la signature des documents y afférents, chaque volontaire doit prêter serment. Je m'engage à mettre à la disposition des services publics d'État et des ONG mes qualités intellectuelles et morales et servir comme volontaire. 2. Je m'engage solennellement à respecter et à faire respecter les valeurs citoyennes de la République du Mali durant toute la période du volontariat. Je m'engage sur l'honneur à respecter scrupuleusement les règles de fonctionnement de mon service d'accueil. Veuillez lever la main droite et dites « Je m'engage ». Je m'engage. Ici et maintenant, nous donnons notre parole de mériter amplement de la confiance placée ainsi en nous et à honorer la jeunesse malienne par le don de soi et l'effort constant de se former. Le coût de ce 6e programme est chiffré à plus d'1,734,800,000 francs CFA et les diplômes des volontaires varient du CAP au BT, au DUTS en passant par la licence, la maîtrise et le doctorat. Les partenariats stratégiques qui existent déjà entre nous et avec l'ensemble des jeunes volontaires formeront la pierre de touche de notre réussite commune. Je formule le vœu que cette nouvelle vague de volontaires serve aujourd'hui de tremplin et qu'elle nous aide à renforcer les réseaux qui nous unissent et sur lesquels nous comptons pour aller de l'avant dans les années à venir. Depuis 2005, l'Agence pour l'emploi des jeunes a offert à plus de 12 000 jeunes des stages de qualification et 49% des jeunes des 3 premiers programmes ont eu un emploi dans différentes structures. Vous devez vous adapter, prendre des initiatives et vous engager à acquérir le goût du travail bien fait, le sens de la rigueur, de la discipline, afin de réussir votre intégration dans la société et surtout dans la solidarité. L'Agence pour l'emploi des jeunes a pour mission, entre autres, la création d'emplois, la facilitation de l'accès au marché du travail, l'appui aux jeunes du monde rural et la facilitation de l'accès au crédit. Il n'y aura pas d'élection au Mali avant la reconquête des régions occupées. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui le réaffirme. Tchéma Hubert Coulibaly était face à la presse ce matin. Il avait à ses côtés son collègue chargé de la communication, porte-parole du gouvernement. Les deux ministres sont venus partager avec les journalistes le contenu de la résolution 2085 votée récemment par le Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies. Ibrahima Traoré, qu'on retrouve. La diplomatie malienne s'active sur la scène internationale pour expliquer et défendre le point de vue du Mali sur la crise que traverse le pays. Le dernier acte posé, l'obtention du vote unanime de la résolution 2085 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le contenu du document est jugé vide par beaucoup d'observateurs. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ne manque pas d'arguments pour se défendre. L'ONU dit nous sommes d'accord pour que les pays se coalisent autour du Mali pour aider le Mali à revenir
dans sa république, à revenir dans son territoire, à revenir dans son unité. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, dans cette coalition, nous vous autorisons à déployer une force militaire. Et elle va plus loin. Elle dit, nous allons créer un fonds spécial qui va sécréter les moyens dont le Mali aura besoin, dont les amis du Mali auront besoin pour le déploiement de cette force. Et enfin, la résolution dit aussi qu'elle autorise les États membres à passer des accords de manière bilatérale avec le Mali pour aider à régler notre problème. À ce point de presse, il s'est agi de la réticence de l'Algérie pour une intervention militaire, mais aussi du dialogue avec certains groupes armés. Les journalistes veulent savoir à quand l'ouverture des négociations, avec qui et sur quoi concrètement. Il faudrait qu'ils soient maliens. Il faudrait qu'ils s'inscrivent dans les principes républicains. Comme on l'a dit, l'intégrité n'est pas négociable, la laïcité n'est pas négociable. C'est à partir de ces éléments, ces fondamentaux, que nous appelons préalables, qu'on peut en ce moment chercher à savoir quel sera l'objet du dialogue. Les deux ministres rassurent que le Nord sera libéré et des élections crédibles se préparent, mais se tiendront seulement après la reconquête totale des régions occupées. Le gouvernement tiendra parole, martèle le ministre Koulibaly. Nous ne sommes pas un gouvernement de menteurs. Nous disons ce que nous pensons, et nous pensons ce que nous faisons, et nous disons ce que nous faisons. Tout est clair. On ne cache rien derrière. C'est dans cette dynamique que le gouvernement entend travailler pour convaincre davantage la communauté internationale à agir vite au Mali, car la situation sécuritaire et humanitaire se dégrade chaque heure qui passe. Le secrétaire général du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a rencontré aujourd'hui les responsables des forces de sécurité, des collectivités locales et la coordination des chefs de quartier. Il s'agissait pour le secrétaire général d'échanger avec l'ensemble des acteurs sur la question sécuritaire dans le district de Bamako et la région de Koulikoro. Agibou Koulibaly. Le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile veut s'enquérir des dispositions sécuritaires prises par les différentes structures. C'est pour lutter efficacement contre l'insécurité à travers le district de Bamako et la région de Koulikoro, d'où cette rencontre avec les forces de sécurité et la société civile. Je pense que la situation sécuritaire elle est acceptable parce qu'il n'y a jamais de sécurité absolue et les forces de sécurité sont engagées en plein dans le renforcement de cette situation sécuritaire par des actions de patrouille, par des actions de garde statique, également par des actions de sécurisation précises en des endroits précis. Donc à cette période, il est indispensable que nous soyons vigilants, que nous appelions les uns et les autres à être vigilants pour faire face à la situation, en particulier aussi en tenant compte de ce qui se passe au nord, parce que ce qui se passe au nord n'est pas sans conséquence sur ce qui se passe au sud ici. Cette tribune a permis aux différentes couches sociales de faire l'état des lieux au niveau des différentes structures respectives en matière de sécurité. Le 4 novembre, à cette date, il n'y a jamais eu de braquage, jamais il n'y a eu d'accident mortel qui annulait pour les populations. Comme pour vous dire que nous sommes en plein dedans et nous ne sommes pas appelés à faillir. Nous aussi, population, nous avons un rôle à jouer. C'est d'être très responsable au niveau des familles, c'est d'être également très vigilant et d'être également coopératif, voire être vigilant à tout ce qui peut être suspect, à tout ce qui peut être dangereux, signaler ça aux autorités compétentes pour que toute surprise désagréable soit évitée. Il faut signaler qu'un contrôle général des engins à deux roues sera effectué ce vendredi à travers le district de Bamako et les capitales régionales. Les opérations seront menées par les forces de sécurité jusqu'au 1er janvier 2013. Éclairage du débat autour du mode de confection du prochain fichier électoral, le rapport provisoire de la mission d'audit du fichier électoral consensuel FEC, de l'évaluation du recensement administratif à vocation civile RAVEC est prêt. Sous la présidence du département de tutelle, les membres du dit comité de pilotage examinent le rapport provisoire de la mission d'experts commis par l'Union européenne. L'objectif général de l'audit est d'aider les autorités à la prise des décisions opérationnelles liées à la réalisation des listes électorales. Moïse Traoré. La mission d'audit du fichier électoral consensuel FEC et de l'évaluation du recensement administratif à vocation état civil RAVEC a débuté à la mi-novembre 2012.
Le rapport provisoire des experts indépendants commis par l'Union européenne est passé au peigne fin par les membres du comité de pilotage du dit audit. Il reste que dans ce genre de rapport, l'équipe qui a fait le rapport est une équipe indépendante. Personne ne peut lui imposer d'écrire quelque chose qui ne lui convienne pas. C'est possible de faire une synthèse des deux documents? C'est possible. Ça, c'est une troisième possibilité que nous allons envisager également. Cette séance d'évaluation est présidée par le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Des représentants de partis politiques, de la société civile et des services techniques concernés prennent part aux travaux. Nous pourrons arriver à faire des propositions concrètes, à donner des avis sur ce rapport provisoire. Ça va permettre à la mission d'audit de peaufiner un peu son rapport, et c'est au terme de ce travail-là que une réflexion plus approfondie va être faite par le comité de pilotage et des propositions vont être faites aux autorités compétentes pour le choix du fichier électoral. L'impact sur les fichiers FEC et RAVEC de la population déplacée ou réfugiés dans les pays voisins est également évalué par la mission d'audit qui prend fin le 14 janvier prochain. L'objectif général de l'opération est de recueillir données et informations utiles à la prise de décision opérationnelle liée à la réalisation des listes en vue d'élections équitables. Prendre contact avec les partenaires de l'école et échanger avec eux sur les problèmes de l'éducation, c'est le but que s'est fixé le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales. Il a rencontré ce matin le bureau de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Mali et celui de l'Union des enseignants retraités du Mali. Le compte rendu de Alousseni Touré. Les enseignants retraités et les parents d'élèves appartiennent au même monde, celui de l'école malienne. Ils partagent donc la même préoccupation, le développement de l'école malienne. La rencontre avec le ministre de tutelle a été l'occasion pour ces corporations d'échanger avec celui-ci sur les voies et moyens de sortir l'école de sa léthargie. Nous avons demandé au ministre, en tant qu'enseignant, et produit de la réforme de l'éducation, de voir comment l'école pourra reprendre. Comment l'école peut avoir son aura d'antan, être enseignant. Vous croyez que tout le monde peut être enseignant? Il n'y a pas enseignant qui le veut. C'est une vocation. Boubacar Moussa Diarra a pris bonne note de ses préoccupations et dit s'employer à travailler de concert avec ses anciens afin de pouvoir cadrer l'existant. Je suis venu ce matin à l'école des anciens pour les écouter, leur exposer les problèmes pour que eux aussi puissent contribuer comme ils le faisaient avant, à la recherche des solutions les plus appropriées pour redonner à notre école ses marques. Et donc, j'ai beaucoup appris ce matin auprès de l'association des parents d'élèves, qui est une vieille association, une des plus anciennes de notre pays, et leur demander leur soutien dans le cadre de la mission qui nous est confiée. Le diagnostic de la régression de l'école malienne ayant été établi, il reste à y apporter le traitement adéquat, chose à laquelle ces acteurs s'attellent déjà. 25 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important lot de matériel remis par la Fondation Cham au Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, ce dont devra contribuer à améliorer la qualité des prestations du Sénaom. La cérémonie de remise qui s'est déroulée ce matin dans les locaux de la structure était placée sous la présidence du ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées, Ramata Konate. C'est un important lot de matériel de kinésithérapie et d'informatique qui a été remis au Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, CNAOM. Ce don est composé d'appareils de rééducation respiratoire, de physiothérapie, d'ultrasons, d'ultraviolets, de tables de massage, d'espaliers, d'un box de polythérapie, de micro-ordinateurs, d'un logiciel de rééducation biofeedback, périnal, urogénéco et d'accessoires divers. Ces appareils ont une importance capitale pour le centre. Cet appareil de biofeedback, par exemple, permet alors de nous renseigner sur l'atteinte des différents organes en faisant tout simplement apparaître sur l'écran alors le niveau
de santé et la fonctionnalité. La valeur de ce geste est estimée à 25 millions de nos francs. Le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées a salué cette initiative de la Fondation Cham et ses partenaires. Auparavant, le ministre avait souligné qu'on reconnaît le donateur à travers cette action. Depuis une dizaine d'années, il s'est investi dans l'assistance et le secours aux personnes qui sont victimes d'accidents. Et qui sait que souvent, ces personnes ont toujours besoin de l'éducation. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que ce geste ne me surprend pas de lui, parce que ce n'est que la continuation de ce qu'il a commencé dans la santé. Donc au nom de l'ensemble des travailleurs du CNOM, je voudrais vous dire merci pour ce geste. Je suis sûr et certain que ce lot qui vous a été remis aujourd'hui vous permettra encore d'améliorer un peu plus vos prestations. Ce geste est l'expression de la volonté d'aider la structure à la fois sociale et sanitaire qu'est le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Les membres du comité d'orientation et de pilotage du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, PAPAM, se sont réunis pour la troisième fois au cours de cette rencontre. Ils ont fait le bilan des activités de l'année 2012 avant d'identifier de nouvelles orientations pour 2013. Les travaux étaient présidés par le ministre de l'Agriculture et celui de l'Élevage et de la Pêche, Tiemogo Sagar. Les membres du comité d'orientation et de pilotage du PAPAM ont examiné l'état d'exécution des recommandations de leur dernière rencontre, les rapports d'audit et le compte-rendu du dernier comité de pilotage. Ils ont également planché sur le rapport annuel d'activité et le bilan de l'an 2012. L'impatience des producteurs, le défi de la sécurité et de la souveraineté alimentaire et les conclusions de la dernière revue des projets et programmes de la Banque mondiale sur la faiblesse du taux de décaissement nous impose d'accélérer l'exécution des activités. L'un des objectifs du PAPAM est d'aider à accroître les productions dans les secteurs de l'élevage. C'est pourquoi le ministère en charge du domaine fonde beaucoup d'espoir sur cette troisième session. C'est un des programmes les plus importants, en tout cas de l'agriculture avec grand A. Donc, nous, en tout cas, notre département est totalement disponible de pouvoir travailler avec ce programme pour que l'élevage soit en bonne place. En 2012, le projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali s'est doté d'un logiciel de gestion, former le personnel et réaliser l'audit des comptes 2011. En 2013, le PAPAM entend poursuivre les activités en cours et apporter d'autres innovations avec un budget de près de 12 milliards 574 millions de francs CFA. Il y a des éléments nouveaux qui sont intervenus qui vont fortement nous impacter. C'est la fin du financement de l'Union européenne. Et l'autre question, c'est un peu la situation que vit le pays. Le projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, PAPAM, a été mis en œuvre en 2010. Son but est d'augmenter la productivité des petits exploitants et producteurs de l'agrobusiness, d'accroître l'utilisation des pratiques de gestion durable des terres et des eaux. La Banque de développement du Mali affiche une bonne santé. En 9 mois d'activité, la BDM SA a réalisé un résultat d'exploitation de plus de 7 milliards de francs CFA pour un objectif de 5 milliards. Les dépôts des clients auprès des agences de la banque se sont établis à plus de 300 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de la 45e session du conseil d'administration de la BDM SA. Les administrateurs ont été également informés de l'ouverture très prochaine d'une agence de la BDM à Paris, en France. Bourama Traoré. 45e session du conseil d'administration de la Banque de développement du Mali est un satisfecit général. Si la bonne santé d'une structure se mesure par ses résultats, la BDM-SA se porte bien et ces chiffres nous le confirment. Au 30 septembre, au terme de 9 mois d'activité, le résultat d'exploitation affiché a été de 7 milliards 088 millions pour un objectif programmé de 5 milliards 869 millions. Les dépôts de nos clients auprès de nos agences se sont établis à 326 milliards de francs CFA, nos emplois globaux sur le marché à 310 milliards de francs CFA.
Cette performance de la BDMSA sera poursuivie et renforcée en 2013, l'année qui verra également l'ouverture d'une agence de la Banque à Paris en France, une preuve de l'efficacité et de la crédibilité de l'institution financière, selon son premier responsable. La Banque de France nous a notifié l'agrément qui autorise la BDMSA à ouvrir un établissement de paiement en France et sera exclusivement dédié à la collecte et au transfert de l'épargne de nos ressortissants qui vivent sur le territoire français. De quoi réjouir les administrateurs pour qui la BDMSA s'impose de plus en plus comme une banque leader au Mali, voire dans la sous-région. Les performances aujourd'hui de la BDM sont exceptionnelles compte tenu à la fois de la situation de l'environnement international, mais également des perturbations qu'il y a eu au Mali. Et cette banque résiste de façon extraordinaire. Comme je l'ai dit pendant le conseil, c'est un vrai petit bijou. Cette performance aujourd'hui est davantage contributive au financement du secteur privé significatif, c'est-à-dire le secteur productif. Les parts d'emploi pour financer le secteur productif progressent de manière notoire. Ces dernières années, la BDM a consolidé sa position de banque leader au Mali, mais ça ne suffira plus. Il faudra aller au-delà. Et c'est pour cela que nous envisageons sérieusement de la voir se déployer dans la sous-région. À l'Office malien de l'habitat OMH, les événements de l'année 2012 ont entraîné un manque à gagner de plus de 6 milliards de francs CFA. Malgré cette perte, la structure entend poursuivre ses activités, notamment les programmes de logements sociaux à travers le pays. Pour ce faire, le budget 2013 de l'OMH connaît une augmentation par rapport au budget corrigé de l'année en cours. Résumé du conseil d'administration de l'Office malien de l'habitat avec Ramata Konaté. Le budget 2013 de l'Office malien de l'habitat est équilibré en recettes et en dépenses à plus de 14 milliards de francs CFA. Plus de la moitié de cette somme servira à financer l'habitat. Ainsi, 2013 sera marqué par la poursuite des activités dont la promotion des matériaux locaux de construction, le suivi de la finition des 1700 logements sociaux dans les régions, entre autres. À ceci s'ajoute la participation de l'OMH à la réalisation du programme gouvernemental de 1922 logements sociaux de la tranche 2011-2012. Il s'agit ici de la tranche dont les travaux sont arrêtés depuis les événements de mars dernier. Événements qui, selon le président du conseil d'administration de l'OMH, ont entraîné un manque à gagner de plus de 6 milliards de nos francs. Ce déficit se répartit comme suit. Le montant de 4 milliards 686 millions de francs CFA au titre de la subvention de l'État. Les mensualités des logements réalisés dans les localités nord pour un montant de 72 279 185 francs CFA, dont le recouvrement est devenu pratiquement impossible. Les divers manques à gagner au titre des programmes de logements sociaux inachevés. Ces cas de force majeure ont engendré, selon le ministre, une correction du budget 2012 de la structure, ramenée à plus de 9 milliards de francs CFA au lieu de 16 milliards. L'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, a tenu aujourd'hui son 12e conseil d'administration. Au cours de la rencontre, les administrateurs ont adopté le procès-verbal de la 11e session. Le compte-rendu des activités de l'Agence au 30 septembre de l'année en cours a été également validé. Pour les activités 2013, un accent particulier est mis sur les mesures de sécurité et l'achèvement des travaux de l'aéroport de Bamako-Sénou. Adama Koudjo. Cette 12e session du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile se tient dans un contexte socio-économique difficile. C'est pourquoi les activités de l'agence ont connu d'énormes perturbations avec la suspension de certains projets dus au retrait des partenaires. La plupart des projets financés sur fonds extérieurs ont été gelés. Ainsi, des secteurs comme le tourisme ou l'hôtellerie ont été lourdement affectés par la crise et l'insécurité, toutes choses ayant fortement perturbé l'activité du secteur aéronautique et plus précisément celle des compagnies aériennes. Une des conséquences directes et des plus récentes de cette situation est bien sûr la suspension des activités de la Société nationale Air Mali. Le projet de budget 2013 de l'ANAC se chiffre en recettes et en dépenses à plus de 3 milliards 246 millions de francs CFA. Il connaît une baisse de 15% par rapport à l'exercice précédent.
Courant 2013, d'abord, nous avons investir par exemple dans l'éclairage au niveau des aéroports, investir pour construire des brigades de transport aérien au niveau des aéroports, investir pour mieux équiper et mettre les équipements de sécurité en place, c'est-à-dire les équipements d'extraction de filtrage pour les bagages. Le secteur aéronautique est en perpétuelle évolution, c'est pourquoi à l'ANAC l'on entend répondre aux exigences internationales en matière de sûreté et de sécurité. La 21e session du conseil d'administration du laboratoire national de la santé s'est tenue ce matin ici à Bamako. Elle avait 4 points inscrits à l'ordre du jour. Rachel Tessougué. Le laboratoire de la santé propose un budget de 713 635 000 francs CFA pour 2013. Avec 33% de réduction en comparaison à celui de 2012. Plusieurs activités sont reconduites pour 2013, telles que le programme d'amélioration des ressources propres, le programme de mise à niveau. Ce dernier va contribuer à rehausser le niveau du laboratoire national de la santé. La budgétisation des différentes activités, à savoir acquisition d'équipements, de consommables, paiement de contrats de travaux d'entretien et de construction, création d'antennes au niveau régional, a été faite dans une période de 5 ans. Le laboratoire national de la santé a certes eu des handicaps dus au contexte de crise, mais les réalisations de 2012 ont atteint un niveau satisfaisant. Toute action qui va dans le sens de la bonne réalisation de cette mission que vous avez présentée cadre parfaitement avec l'objectif à atteindre par le LNS, à savoir la contribution à la consommation des denrées de qualité sur le territoire national. Le laboratoire national de la santé a pour mission de contrôler la qualité des produits destinés à des fins thérapeutiques, diététiques ou alimentaires. C'est dans le but de sauvegarder la santé des populations. La 14e session ordinaire du conseil d'administration du Palais de la Culture s'est elle aussi tenue ce matin sous la présidence du ministre de la Culture. Lors du jour des travaux a porté sur les exercices d'activité et l'état d'exécution à mi-parcours du budget 2012. Garibou Pérou. Au cours de ce conseil d'administration du Palais de la Culture, les administrateurs ont échangé sur l'apport de cette structure à la culture. En 2012, l'établissement a reçu dans ses salles et espaces plus de 140 000 spectateurs. Cette baisse de fréquentation s'explique, selon les administrateurs, par les questions d'ordre structurel et la crise multiforme consécutive aux événements du Nord qui a profondément affecté le secteur culturel. Le Palais de la Culture aujourd'hui est devant presque l'impasse qui va nécessiter en tout cas une révision de tous les comportements. En dépit de cette situation, le Palais de la Culture s'est investi. Les administrateurs ont pu réaliser une part importante des activités retenues au titre de son budget programme 2012. Au plan financier, sur une dotation initiale de 557 293 237 francs, le budget 2012, après révision, a été exécuté à hauteur de 68,28% en termes de ressources propres. Les recettes de l'établissement ont atteint 75 827 737 francs CFA contre une prévision de 111 90 000 francs CFA. Depuis son érection en établissement public à caractère culturel en 2001, le Palais de la Culture Amadou Ampateba, créé en 1983, abrite aujourd'hui en son sein 4 formations. Il s'agit de l'ensemble instrumental, du ballet, du groupe dramatique Koteba et l'orchestre Libadema National. Le syndicat autonome de la magistrature SAM et la presse malienne viennent de sceller un pacte de collaboration pour une assistance mutuelle. Cette alliance permettra au syndicat de mieux communiquer et de rendre plus visibles ses activités et la feuille de route que le nouveau bureau s'est assigné. L'initiative a été favorablement accueillie par la presse. Aramadjimde. À travers ce déjeuner de presse, le syndicat autonome de la magistrature SAM tend la main aux médias. Cette rencontre entre les patrons de presse et les magistrats se veut un signal fort, une volonté de cheminer désormais ensemble. Objectif, dissiper les malentendus et véhiculer la vraie information pour un corps qui semble être moins bavard. Nous avons remarqué que depuis un certain temps, qu'entre la presse et la magistrature, il y a un certain mutisme. Et
Ce mutisme a été facteur de beaucoup de désagréments et beaucoup d'incompréhension. Donc c'est pourquoi on a parlé de renouveau. Et le renouveau doit d'abord passer par la création d'un cadre de partenariat avec la presse, cadre qui pourra désormais nous permettre de nous faire comprendre par le grand public, parce que de plus en plus la chose judiciaire est très mal connue et très mal appréciée. Cette concertation, voire ce partenariat qui vient d'être scellé entre les deux parties, a été tout naturellement accueilli à cœur joie par la presse. Nous pensons qu'un tel cadre de collaboration, de partenariat, un cadre de concertation entre le monde judiciaire et le monde de la presse est bénéfique pour tout le monde, est bénéfique pour la nation. Des informations apaisées, des explications claires et nettes sur des procédures, toutes ces choses de la justice que les citoyens lambda, les Maliens ordinaires ne comprennent pas. Ce genre de mariage doit être constamment célébré afin que la presse joue davantage son rôle de quatrième pouvoir après le judiciaire. La direction générale de Kafo-Diguinéo poursuit sa mission à l'intérieur du pays. Après Bougouni et Sikasso, la mission s'est rendue respectivement à Koutiala et à Ségou. Envoyé spécial Tchemoko Konaté. Koutiala, le berceau de Kafo-Diguinéo, compte 5 caisses de base pour 46 guichets. Cette délégation régionale de l'institution a vu accroître le nombre de ses sociétaires. Celui-ci est passé de moins de 82 000 en 2011 à près de 84 000. Le constat a été fait par la mission conjointe des élus et de la direction générale de Kafo-Diguinéo. Autre acquis de taille, l'augmentation du taux de remboursement des crédits par les sociétaires. Nous avons un sociétariat qui évolue d'année en année. L'épargne aussi a progressé malgré la situation de conjoncture qui prévaut au Mali. Donc aussi, Kafo-Diguinéo de Koutiala évolue dans le sens du crédit, parce que l'encours crédit aussi a évolué d'une année à l'autre. Après Koutiala, la mission s'est rendue à Ségou, où l'institution est présente il y a de cela 2 ans. Dans cette région, elle est représentée par 6 guichets et 2 agences dont le parcours affiche un visage reluisant. Aujourd'hui, nous faisons un total des ressources de plus de 600 millions, y compris Ségou plus la coordination de la zone office du Niger, pour un encours au crédit de 1,4 milliard et quelques millions. L'intervention de Kafo-Diguinéo dans le monde rural a largement boosté la cotonculture, d'où l'engagement de la CMDT à soutenir l'institution dans la réalisation de ses projets futurs. C'est Kafo-Diguinéo qui met l'argent à la disposition des producteurs pour booster notre production, pour booster la production de coton. Effectivement, on appuie Kafo-Diguinéo dans ce remboursement-là pour que ce taux de remboursement puisse être meilleur. Les dernières étapes de la mission concernent Fana et Bamako. Sport, football, championnat national de Ligue 1. La Fédération malienne de football met son calendrier à jour. Elle a programmé en effet hier le match en retard de la première journée du Liba AC USFAS au stade Omnisport Modibo Keïta. Une rencontre qui s'est soldée d'ailleurs par un match nul d'un but partout. Siragatou Sissi. L'Union sportive des forces armées et de sécurité du Mali USFAS, au relais de son sacre continental en camp foot à Abidjan, Côte d'Ivoire, effectue donc sa toute première apparition en Ligue 1. L'USFAS, promu d'ailleurs cette saison dans l'élite, après avoir purgé 1 an en 2e division, était attendu au tournant face au Djoliba AC, le champion sortant. Cette affiche est au compte de la première journée en retard. Une rivalité légendaire existe entre ces deux formations. C'est pourquoi la bataille est d'une densité féroce. Le Djoliba a pris l'USFAS à la gorge, comme en atteste le but de Nikon Daou à la 12e minute sur un corner bien travaillé par le capitaine Issa Traoré. Au 2e acte de jeu, les USFASiens subissent. Nikon Daou, coup sur coup, aux 54e minute et 55e minute, manque l'immanquable. L'USFAS, au prix d'une débauche d'énergie, égalise à la 82e minute par Adama Traoré. Le meilleur buteur de la camp foot se joue la défense djolibiste pour tromper le gardien Cheikh Abdul Kadri Si, désormais numéro 1 suite au départ d'Ali Yirango à Marseille en France. Score final, 1 but partout. D'abord c'est une déception parce que si vous avez vu la première mi-temps qu'on a fournie, je pense que c'est un match qu'on pouvait quand même gagner. Ils n'ont pas eu pratiquement d'occasion. Nous, en 2e mi-temps, on n'a pas quand même encore profité de nos occasions parce qu'on a eu pas mal d'occasions. Le système que je leur ai donné en première mi-temps, et réellement ils ont un peu failli à ça. Quand on accepte quand même de jouer derrière, donc subitement tu es dominé.
Donc à la mi-temps, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit que le Djoliba est un grand club. Donc quand tu acceptes quand même de jouer derrière, tu vas subir le match. Le Djoliba AC et l'USFAS se sont loupés, comme lors de la saison 2010-2011. À suivre après ce journal, l'interview de la semaine, le dernier numéro de l'année, fait justement le bilan de l'année qui s'achève. Entretien consacré donc essentiellement à la crise que traverse notre pays. Yaya Konaté reçoit Adam Cham, journaliste éditorialiste. Entretien donc à suivre après ce journal. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain à 10h et à 13h, vous retrouverez Ndei Sissoko. À 18h et à 20h, Aïssata Ibrahim Maïga sera là pour les éditions du soir. D'ici là, merci de rester de cœur et d'action avec nos parents vivant dans la région du Nord sous occupation. On ne les oublie pas. Bonsoir.